Cet homme maniait table et chaises avec une virtuosité stupéfiante, enveloppant des cascades au péril de sa vie dans la comédie. Il s'appelait Jackie Chan, un cascadeur de 18 ans. Dans La Fureur de vaincre, sorti en 1972, son travail consistait à servir de doublure, encaisser un spectaculaire coup de pied sauté du héros. Il devait y incarner le samouraï japonais Suzuki. Au moment où Bruce Lee lançait son coup de pied, lui devait traverser la porte en papier avec précision et être projeté hors de la cour. Le point technique central de cette action, c'était le travail au câble. L'équipe fixait des câbles d'acier à son corps. Lui agrippait fermement l'encadrement de la porte des deux mains. Au signal du coup de pied de Bruce Lee, il lâchait prise. Son corps, tiré par les câbles, était propulsé en arrière à toute vitesse. Le mouvement devait s'enchaîner d'un seul trait, et au moment de l'atterrissage, il ne fallait aucun geste parasite pour amortir le choc. Action. La première fois, la caméra n'a pas suivi. On recommence. À la deuxième réception, il a instinctivement posé la main au sol. Faux raccord. Il a donc fallu refaire la prise, et il a été projeté au sol encore et encore, jusqu'à ce que le réalisateur dise « Stop ». Bruce Lee s'est approché et a observé ce jeune homme si dévoué. Il le regarda désormais autrement. À l'époque, Jackie Chan touchait 150 $ hongkongais par tournage. Cet argent lui permettait de vivre. Et cette prestation lui valut aussi sa prochaine chance. Un an plus tard, en 1973, dans Opération Dragon, Bruce Lee l'invita de nouveau à participer au film. Cette fois, il n'était plus une doublure anonyme. Dans une scène, il incarnait un homme de main qui surgissait d'un cachot, tentant de maîtriser Bruce Lee par derrière. Cette fois, il eut droit à un plan de face bien net. Bien sûr, son sort fut d'être saisi par les cheveux par Bruce Lee, puis expédié avec une efficacité implacable. Sur les photos de coulisses du tournage, le jeune Jackie Chan se tient aux côtés de son idole. Son sourire était empreint d'admiration. Il avait ressenti cette force de près et savait parfaitement quelle distance le séparait de ce sommet. Le 20 juillet 1973, Bruce Lee disparaît soudainement. Tout le cinéma hongkongais se retrouve soudain dans le vide. Les producteurs se mirent frénétiquement en quête d'un nouveau Bruce Lee. D'innombrables imitateurs surgirent alors. Jackie Chan fut lui aussi propulsé sur le devant de la scène. Sur les affiches, on pouvait lire « Le deuxième Bruce Lee ». Quant à son propre nom, il était réduit à presque rien. Il comprit qu'en vivant dans l'ombre d'un géant, il ne deviendrait jamais lui-même. Il devait trouver une voie entièrement nouvelle. L'occasion vint du réalisateur Ng Si-yuen et du directeur des combats Yuen Woo-ping. Les coups de pied de Bruce Lee étaient fulgurants, et ils frappaient très haut. Eux ont donc conçu des balayages bas. Après un coup de poing, Bruce Lee adoptait une garde imposante. Jackie Chan, lui, après un coup, affichait aussitôt une grimace de douleur ou un air comique. Bruce Lee était le héros invincible. Jackie Chan, lui, incarnait un petit homme sans cesse malmené. Il ne recherchait plus cette esthétique brutale du coup unique qui terrasse l'adversaire. Au lieu de cela, il utilisait tout ce qui l'entourait. Table, tabouret, échelle, et mêlait au combat son agilité acrobatique héritée de l'opéra de Pékin. Il redevenait Chen Gangsheng, ce gamin forgé à la dure dans la troupe d'opéra. Dès son apparition, ce nouveau style de comédie kung-fu embrasa aussitôt le marché. Jackie Chan n'était enfin plus l'ombre de personne. Au plus profond de lui, ses souvenirs de Bruce Lee recelaient aussi un épisode méconnu. Retour en juin 1973, environ un mois avant la mort de Bruce Lee. Près du Peninsula Hotel de Hong Kong, Jackie Chan s'apprêtait à aller jouer au bowling. Une silhouette l'interpella. C'était Bruce Lee. Il était seul, l'air un peu mélancolique. Il demanda à Jackie Chan où il allait, puis il proposa de l'accompagner. Ils arrivèrent au bowling. La foule s'embrasa aussitôt. Jackie Chan ressentit une fierté sans précédent. Tel un garde du corps improvisé, il repoussait la foule venue demander des autographes. Mais, chose étrange, Bruce Lee ne jouait pas. Il se contenta de rester assis en silence, à regarder Jackie Chan jouer. Il ne disait pas un mot, l'air profondément préoccupé. Jackie Chan se sentait nerveux et perplexe. Pourquoi une star internationale passerait-elle du temps à regarder un parfait inconnu jouer au bowling? Après 2 parties, Bruce Lee se leva pour prendre congé. Jackie Chan l'accompagna jusqu'en bas et le regarda et l'air un taxi. Juste avant de monter, Bruce Lee se retourna. Il portait les chaussures à talons alors à la mode et un pantalon patte d'éléphant, comme s'il voulait dire quelque chose à Jackie Chan sans y parvenir, avec une expression complexe sur le visage. Finalement, il se contenta d'un signe de tête, puis monta dans le taxi et s'en alla. Jackie Chan n'oublia jamais ce regard. Moins d'un mois plus tard, il apprit la mort de Bruce Lee dans les informations, et sa première réaction fut de refuser d'y croire. Il en fut accablé de tristesse. Ce n'est que bien plus tard qu'il comprit peu à peu que, cet après-midi-là, cet homme au sommet de sa carrière portait peut-être une solitude que personne ne pouvait comprendre. Autour de lui, il n'y avait que des gens cherchant à tirer profit de lui, tandis que le jeune homme devant lui n'avait rien, et ne demandait rien. Cette brève parenthèse de compagnie fut peut-être, dans les derniers jours de Bruce Lee,
un rare moment de répit sincère. Le demi-tour, comme retenu par des mots jamais prononcés, devint une énigme à jamais irrésolue. Et aussi le dernier croisement profondément humain entre deux générations de géants du kung-fu.